On disait autrefois « America First », mais après une vague de tarifs douaniers spectaculaires, certains Américains parlent désormais d'un « America Homeless First ». Ça peut sembler dur, presque amer, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des millions de personnes n'arrivent plus à payer leur loyer, des milliers de commerces ferment les uns après les autres, et dans de nombreuses grandes villes, le décor ressemble de plus en plus à une pièce de théâtre intitulée « Ville fantôme ». Et l'ironie est cruelle. Les États-Unis, présentés depuis toujours comme la première puissance économique mondiale, offrent aujourd'hui, au cœur de New York ou de Los Angeles, des images qui rappellent un film post-apocalyptique de série B. Des tentes qui s'alignent sur les trottoirs, des visages fatigués, des immeubles vides. Sauf que cette fois, ce n'est pas du cinéma, c'est la vraie vie. Dans cette vidéo, on va passer en revue 10 grandes villes américaines menacées par un engrenage de déclin. 10 endroits où le rêve américain se réduit de plus en plus à un abri de fortune en bord de route. Précision importante. Tout ce que nous allons aborder repose sur des données de presse et sur l'analyse d'experts. Alors, commençons par la première ville de cette liste. Numéro 10, San Francisco. À San Francisco, le loyer moyen d'un simple appartement d'une chambre dépasse désormais les 3 000 $ par mois. Dit comme ça ressemble à une statistique un peu sèche. Mais si on y réfléchit, c'est comme si vous deviez acheter une voiture d'occasion chaque mois, juste pour avoir un toit. Dans le même temps, environ 8000 personnes vivent sous des tentes, installées le long des trottoirs de cette ville autrefois surnommée la capitale mondiale de la technologie. Et ce n'est plus seulement le problème des autres. Pour beaucoup d'Américains ordinaires, cette image pourrait bien devenir celle de leur propre famille. Car le paradoxe est saisissant. San Francisco, symbole de l'innovation, des startups milliardaires et de la réussite, ressemble aujourd'hui à une immense vitrine de sacs de couchage. Les tours étincelantes où trônait Facebook, Twitter ou Uber affichent des plateaux vides, des ascenseurs immobiles et des cafés qui ferment en plein après-midi faute de clients. Et nous, Américains, on se demande, est-ce vraiment ça, le futur que promettait le fameux slogan « America First ». Derrière ce désastre se cache une cause dont on parle peu, les surtaxes imposées sur l'importation de matériel et de composants à bas prix en provenance d'Asie. Les jeunes startups, qui dépendaient de cette ouverture pour survivre, ont été étouffés par des coûts insoutenables avant même de pouvoir grandir. Les géants de la tech, eux, ont les moyens de délocaliser leurs bureaux au Texas, en Arizona, ou même au Canada. Mais les ingénieurs, les employés de la classe moyenne, ceux qui venaient d'acheter une maison avec un crédit, eux n'ont nulle part où aller. Prenons l'exemple d'un couple de San José, tous deux employés dans la tech. Quand leur entreprise a réduit ses effectifs, ils ont tenté de s'accrocher. Mais avec plus de 3 500 $ de loyer, les frais de scolarité de leurs 2 enfants et des revenus en chute libre, ils ont fini par abandonner leur logement pour retourner vivre chez les parents, en moins d'1 an. Ce qui ressemblait à un rêve américain s'est transformé en une mauvaise blague. Et cette histoire n'a rien d'exceptionnel. C'est une tendance qui gagne toute la baie de San Francisco. Ici, ce ne sont plus seulement les jeunes qui partent s'installer à la campagne, c'est aussi une valeur profondément ancrée dans la culture américaine qui s'effrite. Celle qui dit que le travail acharné finit toujours par payer, en garantissant stabilité et sécurité. Aujourd'hui, une vie entière de travail peut se conclure par un sac de couchage sur un trottoir. Autrefois, San Francisco était la ville de l'or, de l'innovation et des opportunités. Aujourd'hui, la Silicon Valley a des allures de vallée des sacs de couchage. Et si une ville aussi riche que San Francisco sombre dans un tel état, imaginez ce qui attend le cœur financier des États-Unis. Numéro 9, Manhattan. À Manhattan, les journaux économiques ont titré récemment « Plus de 20% des bureaux sont vides ». Un chiffre qui glace, mais qui pour les habitants prend un sens bien plus concret. Passer devant des gratte-ciel qui brillaient autrefois toute la nuit et les voir désormais plongés dans l'obscurité. La « grosse pomme » a soudain le goût amer d'un fruit qui pourrit de l'intérieur. Si San Francisco souffre de la technologie hors de prix, New York, elle, vacille au centre même de sa puissance, la finance et la consommation haut de gamme. Car les surtaxes ont fait flamber les prix des produits importés, sacs de luxe européens, montres suisses, vins français. Tout est devenu hors de prix. Et cela peut sembler anecdotique, mais c'est un effet domino. Quand les riches serrent leurs dépenses, les boutiques ferment, les restaurants voisins perdent leurs clients, les chauffeurs de taxi tournent à vide, et au final, c'est le travailleur ordinaire qui trinque. Un couple de Queens en a fait les frais. Lui était serveur dans un hôtel de Midtown, elle employée à temps partiel dans une boutique de luxe. Mais avec la baisse du tourisme international et l'explosion des prix à l'import, les clients fortunés ont disparu, et en moins d'1 an, tous deux ont perdu leur emploi. Ils croyaient qu'à New York, on ne pouvait jamais manquer de travail. Et pourtant, ils ont dû déménager avec leurs enfants chez des proches, dans le New Jersey. La ville qui ne dort jamais, s'endort peu à peu. Ou plutôt, ce sont les portefeuilles qui dorment depuis longtemps. Avec des loyers qui dépassent les 4 000 $ en moyenne, un simple repas au restaurant qui reste hors de prix,
et des revenus qui stagnent, beaucoup de retraités vivent un véritable cauchemar. Entre santé et alimentation, il faut choisir. Ce que l'on constate aujourd'hui à Times Square ou sur le pont de Brooklyn, ce ne sont pas seulement quelques vitrines vides, mais les signes d'une ville qui perd doucement son souffle. Autrefois, on venait à New York pour saisir sa chance. Désormais, ce sont les opportunités qui quittent la ville en silence. Et si la côte est, longtemps présentée comme le centre financier de la planète, tremble de cette manière, imaginez l'onde de choc qui frappe la côte ouest, déjà pris dans la tempête des tarifs douaniers et de la crise des sans-abri. Numéro 8, Los Angeles. Fermez un instant les yeux et imaginez-vous un après-midi à Venice Beach. Le soleil doré caresse toujours le sable, les vagues viennent encore s'écraser sur le rivage. Mais au lieu des guitaristes ambulants et des skateurs acrobates, ce sont désormais des rangées entières de tentes de fortune qui bordent le chemin. Des sacs de couchage usés sèchent au soleil, des vêtements pendent sur les grilles comme dans une laverie à ciel ouvert. Ce qui fut autrefois un paradis touristique ressemble aujourd'hui à un décor de film post-apocalyptique, sans même qu'Hollywood ait besoin d'y ajouter de mise en scène. Los Angeles, qu'on surnommait jadis la Cité des Anges, s'apparente de plus en plus à un enfer pour le portefeuille des habitants. Pourquoi ? Parce que les surtaxes commerciales ont frappé de plein fouet les biens de consommation, le textile et les produits importés d'Asie. Et n'oublions pas, Los Angeles, c'est la plus grande porte d'entrée des importations américaines. Autrefois, plus de 40% des marchandises venues d'Asie transitaient par les ports de Long Beach et de là. Mais quand les taxes grimpent, les coûts explosent, les conteneurs se raréfient. Et pour chaque conteneur en moins, ce sont des dizaines de dockers, de chauffeurs routiers et de logisticiens qui perdent leur emploi. Et si la côte ouest, avec ses néons et ses paillettes, s'éteint déjà de cette façon, qu'en est-il alors le cœur agricole et industriel du pays ? Numéro 7, Chicago. C'est là qu'apparaît un paradoxe difficile à avaler. Chicago, au milieu de l'Illinois, dans cette région qu'on surnomme le grenier de l'Amérique, entourée de champs de maïs et de soja à perte de vue, est devenu l'un des endroits les plus chers pour acheter de la nourriture. Oui, en plein centre de la production agricole, des familles entières doivent compter chaque litre de lait, chaque miche de pain au moment de passer en caisse. Imaginez cette scène. Une mère de banlieue pousse son caddie dans un Walmart. Il y a quelques années, avec $100, elle repartait avec un chariot rempli. Viande, lait, légumes et même quelques friandises pour les enfants. Aujourd'hui, la même somme ne remplit même pas la moitié. Résultat, les dépenses alimentaires d'une famille de 4 personnes dépassent désormais les $1000 par mois. Ce n'est plus une inflation abstraite dont on entend parler à la télévision. C'est une douleur quotidienne, ressentie dans chaque cuisine du Midwest. Pourquoi cette situation absurde ? Une grande partie s'explique par les surtaxes imposées sur les engrais et les machines agricoles importées. Les fermiers de l'Illinois, qui comptaient sur ces produits pour maintenir leur coût bas, doivent maintenant payer des sommes exorbitantes. Les pièces de tracteurs ou de moissonneuses venues de l'étranger coûtent si cher que de nombreuses petites exploitations ont fermé. Résultat, la production baisse, les prix montent, et au final, les habitants de Chicago paient leur nourriture plus cher que dans des États où rien ne pousse. Autrefois surnommée la « ville des vents », Chicago ne respire plus l'air frais du lac Michigan. C'est plutôt un tourbillon de prix qui emporte les salaires, les retraites et les économies des familles. Le rêve d'une vie stable et prospère pour la classe moyenne a été balayé par une tempête commerciale que les habitants n'ont jamais choisie. Et voilà qu'au pays du maïs et du soja, on en vient à compter chaque paquet de nouilles, chaque boîte de conserve. Le vent de Chicago n'a jamais paru aussi glacial. Pas à cause de l'hiver, mais parce que les caddies vides donnent froid dans le dos. Et si même Chicago, capitale agricole, doit subir ce paradoxe d'avoir de la nourriture en abondance mais pas les moyens de l'acheter, que dire ? La ville qui incarnait autrefois la puissance automobile. Numéro 6, Détroit. Vous vous souvenez sans doute de ces articles enthousiastes parus il y a quelques années. Détroit renaît. Après avoir été la plus grande ville en faillite du pays, elle semblait retrouver des couleurs. De petites usines automobiles redémarraient, on promettait des milliers de nouveaux emplois, et les habitants commençaient à croire que Motor City pouvait rallumer la machine du rêve américain. Mais cette renaissance aura été de courte durée. Prenons un exemple concret. Une petite usine d'assemblage en périphérie de Détroit. Après des années d'abandon, elle venait de rouvrir, employant plus de 400 ouvriers, pour la plupart victimes de la crise de 2008. Mais la joie n'a pas duré un été. Les portes se sont refermées brutalement. La raison ? Toujours la même, les tarifs douaniers. Quand les pièces importées, des puces électroniques au système de freinage, prennent 20 à 30% de plus, les petites usines n'ont plus aucune marge de manœuvre. Certes, Ford ou GM peuvent encore délocaliser une partie de leur production au Mexique ou au Canada. Mais pour une usine locale qui venait à peine de renaître, c'est un coup fatal. En moins d'un an, l'enseigne « Nous recrutons » a été remplacée par « Fermé jusqu'à nouvel ordre ».
Des centaines d'ouvriers se sont retrouvés à nouveau dans les files pour toucher le chômage, et les quartiers qui s'étaient brièvement rallumés se sont replongés dans l'obscurité. Détroit, déjà meurtri par la grande crise financière, avait tenté de se relever. Mais ces surtaxes, c'est comme si on avait appuyé sur retour arrière, renvoyant la ville dans ses pires années. Les rues bordées de maisons rénovées affichent à nouveau des panneaux « à vendre ». Les petites épiceries qui vivaient des salaires ouvriers ferment les unes après les autres. Certains disent que Détroit n'est plus qu'un musée vivant de vieilles voitures. Des Ford et des Chevrolet d'un autre temps circulent encore, mais plus personne ne construit de modèles neufs. Ironie du sort, la ville qui symbolisait autrefois la force du Made in USA est aujourd'hui victime des propres politiques protectionnistes du pays. La machine à rêve avait à peine redémarré, qu'on l'a déjà arrêtée. Détroit voudrait avancer, mais les tarifs la repoussent en arrière. Et voilà que Motor City regarde son avenir incertain dans le rétroviseur. Et si même Détroit, considéré comme le cœur industriel, n'a pas réussi à briser ce cercle vicieux, qu'en sera-t-il cette ville créative qu'on associe au café, aux startups et à la culture alternative? Numéro 5 Portland. San Francisco avait déjà sa réputation de capitale des sacs de couchage. Aujourd'hui, Portland, elle, est devenue le royaume des tentes, avec Wi-Fi gratuit provenant des cafés abandonnés. On en plaisante parfois sur Internet. À Portland, un café chez Starbucks coûte moins cher que de louer un coin de trottoir pour planter sa tente. Une blague amère, certes, mais qui traduit parfaitement le quotidien des habitants. Portland fut longtemps considéré comme un petit paradis pour les hipsters, un lieu de rencontre pour toute une génération de jeunes créatifs. Entre les cafés artisanaux, les brasseries locales, les boutiques de vinyle rétro et les marchés fermés du week-end, l'ambiance avait quelque chose d'unique. Mais l'équilibre fragile de cet écosystème s'est effondré dès que les taxes sur les importations ont frappé de plein fouet le café, le bois de construction et l'artisanat venu d'Asie ou d'Amérique du Sud. Résultat, une tasse de cappuccino qui valait autrefois 3,50 $ dépasse aujourd'hui les 6 $, et de nombreux petits commerces, comme une boutique spécialisée dans les chaises en bois faites main, ont dû fermer leurs portes. Ce paradis s'est évaporé, ne laissant derrière lui qu'un capital appauvri, voire sans abri. Ce qui attriste encore plus, c'est l'exode des jeunes artistes et entrepreneurs. Beaucoup sont partis chercher une seconde chance à Seattle, Austin ou même au Canada. Portland, elle, s'est vidée, laissant des rues clairsemées, désormais ponctuées de longues rangées d'abris de fortune. Les marchés de producteurs, autrefois animés, ne comptent plus que quelques étals perdus. Et pendant ce temps, les habitants plus âgés, souvent issus de la classe moyenne et venus s'y installer pour profiter d'une retraite paisible, se demandent: sommes-nous venus ici pour jouir de la nature ou pour assister à la transformation des parcs en campements géants? Quelle ironie pour une ville autrefois fière de son originalité, de son slogan « Keep Portland Weird », de n'être aujourd'hui connue que pour la prolifération de tentes improvisées. Une blague circule sur les réseaux. Il n'a fallu qu'un seul mandat présidentiel pour que Portland passe du paradis des hipsters au capital des sans-abri. Et si Portland, symbole d'un art de vivre alternatif, a pu devenir une ville fantôme en si peu de temps, qu'en sera-t-il sa voisine du Nord, face à la double menace des taxes douanières et de la crise du logement? Numéro 4 Seattle. Seattle a toujours été connu pour ses ciels gris et ses pluies persistantes, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les nuages qui assombrissent le quotidien, c'est la dure réalité économique. En seulement 5 ans, le prix des logements a bondi de plus de 40%, tandis que le revenu moyen des travailleurs, lui, n'a pas bougé, voire a reculé. En clair, une famille ouvrière doit désormais payer 1 fois et demi plus cher son logement sans gagner $1 de plus à la fin du mois. Ceux qui croyaient qu'il suffisait de travailler dur dans une ville high-tech pour s'assurer un avenir ont vite déchanté. Les géants comme Amazon ou Microsoft, autrefois fierté de la région, délocalisent une partie de leurs activités vers des endroits moins coûteux, du Texas jusqu'à l'Inde. La raison: les taxes sur les composants électroniques et le matériel ont fait grimper le coût de production aux États-Unis. Les entreprises s'adaptent pour survivre, mais ce sont les employés qui restent, eux, confrontés à des loyers exorbitants, à des factures médicales et alimentaires toujours plus lourdes. Seattle, autrefois surnommée capitale de l'innovation, se vide peu à peu de sa classe moyenne. Les cafés où les ingénieurs échangeaient des idées sur leurs projets sont désormais désertés, remplacés par la vision désolante de tentes alignées près des arrêts de bus. Le centre-ville, jadis plein de boutiques et de vie, est aujourd'hui marqué par des vitrines closes, alors qu'il faisait rêver des milliers de jeunes quelques années plus tôt. Pour beaucoup d'Américains ordinaires, ce n'est plus seulement l'humidité de la pluie qui glace les os, mais bien l'angoisse des factures de fin de mois. On marche sous un ciel bas et, devant des rues vides, la seule phrase qui vient à l'esprit, c'est « la pluie finira par s'arrêter », mais les factures, elles, ne cessent jamais. Si même Seattle, qui avait su prospérer grâce à la mondialisation, est emportée par la spirale des taxes et de la crise sociale, que dire la ville de l'amour fraternel, où même un repas est devenu une lutte pour la survie? Numéro 3 Philadelphie. Je ne reconnais plus mon quartier.
confie une habitante de South Philly. Chaque retour du marché est un parcours d'évitement entre les rangées de tentes qui bordent désormais son épicerie de toujours. L'expression Brotherly Love sonne chaleureuse, mais dans les rues, les gens se bousculent juste pour trouver un coin où dormir. Pendant longtemps, l'économie de Philadelphie a reposé sur le commerce de détail et l'import-export, surtout dans le textile et les biens de consommation abordables. Mais avec l'augmentation brutale des tarifs, vêtements, chaussures et appareils électroniques sont devenus hors de prix. Une chemise qui coûtait 25 $ est passée à 40, et les supermarchés, autrefois bondés, se sont vidés. Les petites boutiques familiales, véritables âmes des rues de Philly, ferment les unes après les autres. Les artères commerçantes qui vibraient de vie ressemblent désormais à des décors figés, comme si on avait mis la ville en pause. Ce sont les plus fragiles qui paient le prix fort, les retraités. À Philadelphie, près de 15% des habitants ont plus de 65 ans et survivent grâce à une pension modeste et des coupons alimentaires. Mais lorsque le prix de la viande, des légumes et des médicaments explose, ces aides deviennent presque dérisoires. La cité de l'amour fraternel prend alors des allures de mauvais sarcasme. Dans le centre-ville, des files entières de sans-abri attendent un repas dans les soupes populaires, pendant qu'en face, des restaurants haut de gamme continuent de servir des steaks à 70 $ l'assiette. La fraternité ne s'exprime plus par la solidarité, mais par une lutte désespérée pour attraper le dernier pain bradé en rayon. Si même Philadelphie, berceau de la déclaration d'indépendance, n'arrive plus à tenir sa promesse d'égalité, alors comment Houston, capitale de l'énergie, peut-elle encore prétendre alimenter le rêve américain? Car que reste-t-il de l'American Dream si même la ville où l'on extrait chaque jour des millions de barils de pétrole n'a plus assez de carburant pour soutenir la vie de ses propres habitants? Imagine la ville suivante, cette inquiétude n'est plus une hypothèse. C'est déjà la réalité. Numéro 2, Houston. On appelait autrefois Houston la capitale mondiale de l'énergie, une ville où les gratte-ciels aux couleurs d'ExxonMobil, Chevron ou ConocoPhillips illuminaient le ciel texan. Mais aujourd'hui, les nouvelles mesures tarifaires, notamment sur l'acier et l'aluminium importé, ont ralenti toute la mécanique de l'industrie pétrolière et gazière. C'est simple, sans acier, sans aluminium abordable, plus de nouveaux oléoducs, plus de plateformes de forage. Et lorsque les infrastructures s'arrêtent, ce sont des milliers d'emplois qui disparaissent avec elles. On aurait pu croire que la hausse des prix de l'énergie profiterait à Houston. En réalité, c'est tout l'inverse. Les petites entreprises ferment, les salariés perdent leur travail et le coût de la vie s'envole. Dans les supermarchés, le paradoxe est criant. Les stations-service débordent de carburant, mais dans les rayons alimentaires, les familles doivent calculer chaque litre de lait, chaque paquet de viande. L'air déjà lourd et humide de Houston devient encore plus étouffant quand on traverse des quartiers marqués par des maisons abandonnées, jadis habitées par des travailleurs du pétrole. Les centres commerciaux qui, autrefois, grouillaient de monde le week-end, ne sont plus que des couloirs vides, entrecoupés de scènes où des tentes de fortune longent les autoroutes. Houston, nous avons un problème. Cette phrase, immortalisée par la mission Apollo 13, ne vient plus de l'espace, mais résonne désormais dans les rues mêmes de la ville. Car si Houston, où le pétrole coule à flot, manque aujourd'hui d'énergie vitale, combien de temps faudra-t-il avant que la suivante, bâtie sur ses néons et ses casinos, voit ses lumières s'éteindre à leur tour? Numéro 1, Las Vegas. Imaginez un samedi soir sur le strip de Las Vegas. Les enseignes clignotent toujours, les basses résonnent dans les casinos, les panneaux publicitaires promettent encore des jackpots de plusieurs millions. Mais à seulement 2 pâtés de maison, c'est une toute autre réalité. Des rangées de tentes s'entassent, des sans-abri se recroquevillent sur les trottoirs, leur regard fixant les touristes qui déambulent un cocktail à la main. 2 mondes parallèles qui se côtoient sans jamais se rencontrer. Pourquoi ce contraste? L'une des raisons principales se trouve dans l'effondrement du tourisme. Avec la flambée des prix dus aux droits de douane et à l'inflation, les familles de classe moyenne, longtemps le cœur de la clientèle de Vegas, comptent désormais chaque dollar. Entre le loyer, l'essence et les courses, il ne reste plus rien à jouer. Même les voyageurs étrangers se font rares, découragés par des billets d'avion plus chers et des services devenus hors de prix. Résultat, les casinos gardent leurs portes ouvertes, mais les tables de jeu sont de plus en plus désertes. Derrière ces lumières encore allumées, des milliers d'emplois disparaissent. Serveurs, barman, chauffeurs de taxi, tous ceux qui faisaient battre le cœur de la ville se retrouvent sans ressources. Vegas continue de vendre des rêves derrière les murs de ses casinos, mais dans ses rues, des habitants montent des abris de fortune à l'ombre de panneaux promettant « gagner gros ce soir ». Certes, quelques joueurs touchent le jackpot, mais pour la majorité des habitants, la vraie partie perdue s'appelle le coût de la vie. Quand les néons se reflètent sur l'asphalte mouillé, le contraste est glaçant, des touristes immortalisent leur soirée, pendant qu'à 2 mètres de là, des familles tentent de survivre sous de fines couvertures. Las Vegas ne dort jamais, dit-on. Mais pour ses habitants, les rêves se transforment de plus en plus en cauchemars. Et au fond, de New York à San Francisco, de Détroit à Las Vegas, c'est la même histoire.
10 villes autrefois symboles du rêve américain sont en train de basculer vers une nouvelle réalité, celle de cités fantômes, où la lumière peine à repousser l'ombre, et où les politiques tarifaires semblent accentuer une crise des sans-abri déjà explosive. Le plus inquiétant n'est pas seulement l'image de rues vides ou de tentes sans fin. C'est cette impression que le rêve américain lui-même, cette idée que le travail acharné garantit stabilité et avenir est en train de s'éroder, lentement mais sûrement. Et vous, qu'en pensez-vous? Vivez-vous dans l'une de ces villes? Avez-vous observé de vos propres yeux cette transformation inquiétante? Pensez-vous que les tarifs protègent vraiment les États-Unis, ou qu'ils ne font qu'appauvrir davantage les citoyens ordinaires? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut aider à mieux comprendre cette réalité. N'oubliez pas de j'aimer et de partager si cette analyse vous a parlé. Et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On y décryptera ensemble d'autres sujets brûlants de l'actualité économique et politique, mais toujours avec un ton accessible, critique et proche du quotidien. Cette vidéo s'appuie sur des données de la presse, des analyses d'experts et des témoignages vécus. Elle ne prétend pas apporter une vérité absolue, mais propose une lecture analytique du contexte économique et social actuel. Considérez-la comme un point de départ pour la réflexion et la discussion, et non comme une source officielle. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.